Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Maïf Social Club, le lieu culturel de la société à mission Maïf. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Monsieur Philippe Descola dans le cadre d'une conférence réalisée en partenariat avec Philomag et qui sera animée par Monsieur Cédric Angelbert. Que vous dire d'autre? Cette conférence sera suivie d'une séance de dédicace, donc ne partez pas en courant juste après. Et je vais vous prier aussi de bien vouloir éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Voilà, bah, encore une fois, au nom de l'équipe, bienvenue dans ce lieu. Simplement, cette conférence s'inscrit plus globalement dans une programmation autour de la thématique de la forêt. Il y a une exposition au rez-de-chaussée réalisée en partenariat avec Coal et tout un programme de débats d'idées, de conférences, de spectacles vivants et d'ateliers entièrement gratuit, ouvert à toutes et tous, qui s'est proposé tout au long de l'année jusqu'en juillet 2023. Voilà, très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors effectivement, nous allons échanger pendant environ 1 heure. Il y aura ensuite la possibilité de poser quelques questions et une séance de dédicace en bas auprès du libraire. Merci à vous d'être présent. Merci à Philippe Descola d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes anthropologue, philosophe de formation, élève et successeur de Claude Lévi-Strauss. Vous avez occupé au Collège de France la chaire d'anthropologie de la nature jusqu'en 2019 et vous êtes toujours directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez notamment signé Les Lances du crépuscule en 1993, qui relate votre expérience durant 3 ans auprès des Achuars en Haute-Amazonie, aux confins de l'Équateur et du Pérou. De cette expérience, vous avez tiré une éthique soucieuse de l'insertion de l'homme dans son cadre de vie, ainsi qu'une ambitieuse conception philosophique et anthropologique qui repose sur 4 ontologies. Ces 4 ontologies, vous les développez et les exposez dans un ouvrage devenu un essai magistral des sciences sociales, intitulé Par-delà nature et culture, et paru en 2005. Alors de sciences sociales, vous parlez plutôt de sciences des êtres et des relations. Nous y reviendrons un peu plus tard. Cette révolution du regard que vous avez opérée dans cet ouvrage, vous la prolongez dans Les formes du visible, un livre paru en 2021, ambitieux et passionnant, qui propose une lecture renouvelée de toutes les images produites par les humains en fonction de ces 4 ontologies. Images ou plutôt figuration, car vous ne vous intéressez pas uniquement aux œuvres artistiques, au domaine artistique, mais à toutes les manières de rendre visibles les choses invisibles. Vous êtes également le signataire de 2 ouvrages de dialogue, l'un qui s'appelle La composition des mondes, mené avec le philosophe Pierre Charbonnier, et plus récemment, qui vient de paraître il y a un mois, une ethnographie des mondes à venir, signée avec Alessandro Pignocchi, qui est donc un illustrateur. C'est un ouvrage de dialogue illustré à la façon d'un roman graphique. Mais avant de commencer, ou pour commencer plutôt, peut-être pourrions-nous revenir sur cet intitulé un peu mystérieux d'anthropologie de la nature. Alors de quoi s'agit-il ? Un anthropologue, il est plusieurs choses simultanément, mais il commence par être un ethnographe. Donc la première partie de sa carrière, et ça se prolonge d'ailleurs assez longtemps, parce que j'étais sur le terrain il y a encore 3 ans, chez les Achuars, mais un ethnographe, ça veut dire c'est quelqu'un qui va s'immerger pendant plusieurs années au contact d'une population qui parfois est très très différente du milieu dans lequel il a lui-même été, où elle a été élevée, et où il découvre des choses qui ébranlent en général les certitudes qu'il avait ou qu'elle avait en partant sur le terrain. Cette ethnographie, je l'ai menée, vous l'avez dit, chez des Amérindiens à la frontière de l'Équateur et du Pérou, qui avaient accepté les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant. Ce qui m'intéressait chez eux, et c'est pour ça que j'avais choisi d'aller là-bas, c'était de comprendre la façon dont ils socialisent la nature. C'est en tout cas la manière dont je voyais les choses à l'époque. Et progressivement, et à mesure que ma compagne Anne-Christine Taylor, qui était comme moi ethnologue, et avons commencé à comprendre ce qui se passait, ce que les gens faisaient, et surtout à commencer à comprendre leur langue, puisque au départ, nous ne savions pas un mot de l'Achuar, et il n'y avait que 1 ou 2 personnes qui connaissaient quelques mots d'espagnol. Donc il a fallu longtemps pour apprendre cette langue. Lorsque nous avons commencé à comprendre ce qui se passait, nous sommes aperçus que
ce qui m'intéressait au départ, c'est-à-dire à savoir comment une société s'adapte à son environnement, était une façon complètement erronée de percevoir ce qui se passait, ce qu'on avait sous les yeux, puisque les Achuars, d'abord, ne s'adaptent pas à leur environnement, mais l'ont créé en grande partie, comme la plupart des sociétés amazoniennes au fil des siècles et des millénaires, puisque du fait de leur technique de culture, qui sont ce qu'on appelle l'horticulture sur brûlis, ils coupent un morceau de forêt, un lopin, ils brûlent et ils plantent là-dedans des espèces cultivées qui ont été domestiquées dans cette région du monde il y a 8000 ans au moins. En sus des espèces cultivées, il y a une cinquantaine d'espèces au moins qui sont natives de cette région, et avec de très nombreuses variétés. Ils transplantent des plantes sauvages, des plantes sylvestres. Et ces plantes sylvestres, lorsque le jardin est abandonné, que la forêt de recrue colonise le jardin, vont résister beaucoup mieux à la végétation que les plantes cultivées. Et donc, si vous imaginez ce processus répété au fil du temps, ça veut dire que la composition floristique de l'Amazonie a été profondément transformée par ces façons culturales, de sorte que, puisque c'est le thème à la fois d'exposition et des conférences du Maïf Social Club, la forêt n'est pas une forêt vierge. Comme on pourrait le croire, c'est une forêt anthropogénique, c'est-à-dire dont les manipulations par les humains au fil des millénaires a profondément transformé la nature. Donc les Achuars ne s'adaptaient pas à un environnement dans lequel ils auraient été parachutés. Les Achuars, comme d'autres populations amazoniennes, fabriquaient une niche écologique, comme la plupart des espèces d'ailleurs, qu'ils transmettaient à leurs descendants. Donc de ce point de vue-là, la nature était un patient travail au quotidien de transformation, de façonnage d'une forêt. Deuxième chose qui là aussi a requis pas mal de temps, et notamment de bien comprendre la langue qu'ils parlaient, c'est que les Achuars entretenaient au quotidien avec les plantes, les animaux, les esprits, et c'est à peu près la même chose, parce que toutes les plantes et les animaux, presque toutes étaient des esprits par ailleurs, et qu'on pouvait donc communiquer avec eux, notamment dans les rêves, mais aussi par l'intermédiaire de chants magiques qui s'adressaient à leur âme, à leur esprit, à leur intériorité. Et ces chants, d'ailleurs, qui sont chantés mentalement, sont des discours de l'âme ou discours du cœur, puisque l'intériorité se situe dans le cœur, qui visent à influer sur la subjectivité soit de non-humains ou d'autres qu'humains, c'est-à-dire des plantes, des animaux, des esprits, etc., soit d'humains qui sont géographiquement éloignés, et à influer sans qu'ils se rendent toujours compte. Donc il y a deux formes de communication. Il y a la communication directe à travers les rêves, où on parle à des plantes et des animaux qui ont une apparence humaine, mais qui se présentent comme étant ce qu'ils sont en réalité. Et puis il y a ce dialogue, enfin cette série constante d'injonctions que l'on adresse à des plantes et à des animaux par la pensée. Et lorsque on réunit ces deux caractéristiques, une forêt qui est anthropogénique d'un côté, et puis de l'autre une multiplicité de rapports personnels de personne à personne avec des non-humains, on s'aperçoit que l'idée de nature, évidemment, n'a aucun sens dans ce contexte. Et moi qui étais philosophe de formation, vous l'avez dit, qui était élève de Lévi-Strauss, donc j'étais parti bardé de certitudes, en particulier l'idée que la distinction entre nature et société était universelle et que partout on faisait une distinction tranchée entre ce qui relevait de la nature et ce qui relevait
de la culture, pas du tout chez les Achuars, et il n'y a pas de terme pour désigner la nature. En revanche, il y avait un terme pour désigner les personnes, hein, c'est-à-dire toutes les êtres qui sont capables de communiquer parce qu'ils ont une intériorité, et dans ces personnes, il y avait des non-humains. Donc quand je suis revenu du terrain, que j'ai fait ma thèse, et je me suis fixé comme programme intellectuel, comme programme de recherche, d'essayer de comprendre quelles étaient les différentes formes que les humains avaient développées pour repérer des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains, dont l'une d'elles était celle qui nous était familière en Occident, qui était la distinction entre nature et société. Et j'ai appelé ça anthropologie de la nature parce que c'était une sorte de contradiction dans les termes, un oxymore, un paradoxe, puisque l'anthropologie, l'anthropologie concerne les humains, donc il n'y a pas d'anthropologie de la nature au sens direct, sauf si l'on admet que pour la plupart des autres peuples en dehors de nous, la nature n'est pas une réalité extérieure aux humains, mais qu'on peut en faire l'anthropologie parce que les populations un peu partout dans le monde ont perçu des rapports de continuité, de discontinuité avec précisément les êtres naturels. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions et à me lancer dans ce grand programme de recherche qui a abouti à ce livre que vous évoquiez tout à l'heure, Par-delà nature et culture. Et si je comprends bien, les conséquences de cette expérience, c'est la déconstruction du dualisme qui nous habite en Occident entre nature et culture. Et vous préférez, donc vous l'avez dit à l'instant, la distinction humain-non humain. Qu'est-ce que ça signifie plus précisément ? Alors, elle n'est pas parfaitement satisfaisante non plus, hein, parce que humain, non-humain, un non-humain, c'est un être qui est défini par le fait qu'il n'est pas humain. Et donc, il y a encore de l'anthropocentrisme là-dedans. On peut dire autre qu'humain aussi, si l'on veut. Mais c'est une façon de désigner une réalité sans la faire... sans la subsumer sous un concept général comme celui de nature qui est complètement singulier. On s'est aperçu au fil du temps, et j'ai travaillé sur cette question, que il n'y avait pas, en dehors des langues européennes, d'équivalent du mot nature, où que ce soit, ou du mot culture d'ailleurs, où que ce soit dans le monde. Et donc la façon très particulière que nous avons depuis quelques siècles en Europe et de partout où la modernité s'est diffusée, de distribuer les êtres entre deux catégories, c'est quelque chose de complètement exotique. Donc c'est un constat. Alors on m'a dit oui, on m'a reproché quelquefois de déconstruire au fond les choses les plus importantes de la modernité en mettant en évidence que la nature n'existe pas, qu'elle n'existe pas sous l'aspect où nous la connaissons nous, ailleurs qu'en Europe. Et non seulement, effectivement, le mot nature n'existe pas en Achuar, mais il n'existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'existe pas dans d'autres langues, y compris de grandes civilisations. Quand on a voulu traduire des grands textes philosophiques européens en chinois ou en japonais à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on était obligé de faire des néologismes, de créer des néologismes qui ne correspondaient pas du tout à l'idée de nature telle que nous la concevons. Et donc, les différentes façons de percevoir des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains sont fondées sur des contrastes. Ces contrastes, au fond, le premier d'entre eux, c'est celui qui m'a frappé lorsque j'étais sur le terrain, puisque les Achuars et les autres populations, comme j'ai pu, après, en lisant beaucoup d'ethnographie, les autres populations du bassin amazonien, mais aussi plus au sud, dans le Chaco, plus au nord, dans les populations d'Amérique autochtones d'Amérique du nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, en Asie du Sud-Est, en Mélanésie, etc., considèrent que la plupart des non-humains ont une intériorité, donc on peut communiquer avec les non-humains,
mais en revanche, chaque forme de vie a des caractéristiques qui lui sont propres, parce que chaque forme de vie a des formes des atouts biologiques, si vous voulez, des formes de locomotion, des modes d'alimentation, des formes de reproduction, etc., qui lui sont propres et qui ouvrent à chacune de ces formes de vie des mondes singuliers. Et donc, il y a une universalisation, si vous voulez, de l'esprit ou de l'intériorité à la plupart des êtres, et une singularisation de la nature. Il y a à des formes de vie très particulières. Donc, il y a une seule culture, si vous voulez, puisque le fait que la plupart des plantes et des animaux ont une intériorité signifie aussi qu'ils se voient comme des humains et qui donc ils adoptent les comportements des humains, y compris les comportements sociaux. Et en revanche, il y a une multiplicité de natures, puisque chaque forme de vie a son mode de subsistance, en quelque sorte, et accès à des mondes qui sont limités, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque le monde, surtout dans la forêt tropicale, où certains de ces mondes sont coïncidents parce que, à cause de la chaîne trophique, le fait que tous les animaux se mangent les uns les autres, bien sûr, mais il y a certaines espèces qui ne sont jamais en contact. Un poisson qui vit dans les profondeurs des rivières n'est jamais en contact avec un aigle harpie qui vole au-dessus de la canopée, par exemple. Et donc ceci était exactement l'inverse de la façon dont nous, Européens, à partir du XVIIe siècle, dans les textes en tout cas, avions établi les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains, puisque nous avons, et nous continuons à le faire d'ailleurs, à considérer que les humains sont exceptionnels du fait des capacités cognitives et morales qu'ils manifestent, et qui sont visibles en particulier dans leur usage du langage, tandis que nous considérons que nous, humains, ne sommes qu'un élément parmi d'autres d'un monde plus vaste qui est entièrement défini par les règles ou les lois des sciences de la nature, et donc il y a une seule nature qui est structurée par des principes généraux qui, de la photosynthèse à la gravitation, en passant par le métabolisme, etc., affectent l'ensemble des formes de vie. Donc c'est exactement inversé au fond. Et donc, partout, on reconnaît des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains, mais on ne les fait pas passer aux mêmes endroits. Et c'est ça qui m'avait frappé et qui m'a incité à poursuivre dans cette voie en faisant, dans le cadre de mon enseignement, parce qu'il n'y a pas mieux que l'enseignement, le Maïf, c'est quand même une mutuelle d'enseignants, il n'y a pas mieux que l'enseignement pour précisément travailler des concepts et progresser dans la discussion hebdomadaire avec des collègues, des chercheurs, des thésards, des étudiants. Et au cours de mon enseignement, et en lisant énormément d'ethnographie, j'ai mis en évidence qu'il y avait deux autres formes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains. L'une qui est traditionnellement appelée totémisme. Alors la première, celle que j'ai découvert en Hatchois, chez les Hatchois, je l'ai appelée animisme en utilisant un concept qui était un peu discrédité, que personne n'osait plus utiliser, ou sinon avec des pincettes parce qu'il ne définissait plus grand-chose, en lui redonnant un sens particulier, celui que je vous ai dit tout à l'heure. Et notre propre façon de voir les choses, je l'ai appelé naturalisme, parce que l'une des conséquences des formes de continuité et de discontinuité que nous avons établies à partir du XVIIe siècle dans les textes, en tout cas chez les élites, c'est que la nature devient un domaine extérieur aux humains, et c'est quelque chose qui est complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. Troisième formule, donc, c'est le totémisme, et qui est essentiellement connu à travers la riche ethnographie qui commence à arriver en Europe, issue des premiers ethnographes
qui font du terrain en Australie à partir de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et l'idée, c'est que dans le totémisme, humains et non-humains, des groupes composés d'humains et de non-humains vont partager des qualités physiques et morales. Et donc, là, il y a une unité au sein d'une classe qui va porter un nom, qui est un nom d'un être ou d'un prototype, en quelque sorte, qui a transmis au fil des générations à ces humains et ces non-humains ces qualités physiques et morales, lesquelles vont différer d'autres qualités physiques et morales qui vont être partagées par d'autres groupes mixtes d'humains et de non-humains, qualités qui auraient été transmises par un autre prototype totémique. Et alors, l'Australie est très, très illustrative de ce que j'ai appelé une ontologie. Peut-être que je reviendrai là-dessus tout à l'heure pour expliquer pourquoi j'emploie ce terme. Mais on en trouve aussi des exemples ailleurs dans le monde. Mais l'Australie est un terrain évidemment remarquable pour ça, par la diversité des populations qui l'occupent et qui ont enrichi en quelque sorte ce motif du totémisme avec un très grand nombre de variations locales. Et la dernière formule, c'est une formule qui nous est familière à tous, parce que en fait, elle continue à être présente dans notre façon de voir les choses. Elle était dominante en Europe depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Elle est présente en Afrique de l'Ouest aussi, parmi les populations autochtones du Mexique ou des Andes, etc. Et en Asie, bien sûr, que j'appelle l'analogisme. Pourquoi j'appelle ça l'analogisme? Parce que c'est fondé sur l'idée que le monde est une série disparate de singularités et qu'il faut pouvoir ordonner ces singularités par des mécanismes d'appariement. Et ces mécanismes sont en général des correspondances, et les correspondances sont produites par des raisonnements analogiques. Donc le raisonnement analogique, il est universel. Telle chose est à telle autre, comme telle autre est encore à telle autre, etc. Donc on peut faire des raisonnements par analogie comme ça, de façon à réunir dans des séries d'analogies des êtres qui sont au départ très distingués. Un très bon exemple et un indice même de système analogiste, c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme. Partout où il y a une correspondance entre macrocosme et microcosme, vous pouvez être assuré que vous êtes dans un système analogiste, c'est-à-dire le fait qu'il y a une résonance ou un écho entre le corps, comme dans la complexité de son organisation, et puis des éléments cosmiques. C'est des choses qu'on trouve au Moyen-Âge, c'est des choses qu'on trouve en Asie, c'est des choses qu'on trouve encore une fois en Afrique de l'Ouest ou dans certaines parties de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale, mais qu'on ne trouve pas du tout chez les animistes, qu'on ne trouve pas du tout dans le monde totémique. Donc ces 4 formules qui sont des modèles au fond, qui sont des modèles qui permettent de comprendre pourquoi à certains moments, on a des vastes malentendus culturels parce qu'au fond, le mobilier ontologique de chaque individu, issu d'un collectif qui est plutôt définissable par l'une ou l'autre de ces formules, va être complètement différent du mobilier ontologique d'un autre individu. Alors nous, ici, du fait que nous avons eu une socialisation... Au fond, chaque individu va, dans le tissu du monde, la texture des choses, sélectionner au fil de son ontogénèse et de son éducation des éléments qui sont plus ou moins importants, et d'autres qu'il va ne pas sélectionner, ou au contraire dont la signification ou même la présence va être inhibée. Et donc, chacun d'entre nous se constitue un monde particulier de ce point de vue-là, c'est-à-dire chacun d'entre nous va se constituer un mobilier ontologique, un mobilier grâce à ces procédures de filtrage qui sont partagées par des gens qui ont subi la même
qui ont eu la même éducation ou qui ont eu les mêmes formes de socialisation. Et c'est pour ça que je parle plutôt d'ontologie, parce qu'il ne s'agit pas de représentation au sens classique. Pour moi, il n'y a pas un monde... Peut-être qu'on peut définir d'ailleurs le terme ontologie en lui-même. Oui, l'ontologie, c'est tout ce qui concerne l'être. Et simplement, dans la philosophie européenne, on parlait de l'être au singulier et dans ses différentes manifestations, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le pluralisme ontologique, c'est-à-dire de montrer qu'il y a différentes... justement, les êtres du monde varient en fonction de ces processus de filtrage qui font que chaque individu, d'abord du fait de sa socialisation et ensuite des collectifs dont les membres ont reçu des formes de socialisation analogues, vont évoluer au sein de mobiliers ontologiques qui vont différer. Et le rôle de l'anthropologie, tel que je le perçois, c'est de comprendre les mécanismes de filtrage qui font que dans telle ou telle partie du monde, on va plutôt construire tel ou tel... composer, parce que c'est un terme que j'apprécie beaucoup, composer tel ou tel mobilier du monde plutôt que tel autre. De ce point de vue-là, pour revenir aux hachoirs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rapport de détermination entre le milieu, la forêt amazonienne dans laquelle ces populations vivent, et le mobilier ontologique, pour reprendre vos termes, qu'ils ont constitué? Non. Alors ça, c'était une hypothèse séduisante. Il y avait une remarque de Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, si mes souvenirs sont bons, qui pouvait orienter dans cette direction. Mais évidemment, le contre-exemple, c'est le fait que les populations du Grand Nord, je pense en particulier aux populations amérindiennes du nord du Canada, ou de l'Alaska, ou de Sibérie, dont les milieux de vie sont extrêmement différents, même inverse de celui de la forêt amazonienne, puisque la forêt amazonienne, c'est un écosystème dans lequel il y a un très grand nombre d'espèces et un très petit nombre de sujets par espèce. Et donc la diversité, en effet, est présente de cette façon-là. Alors que dans la forêt boréale, c'est exactement le contraire. On a un très petit nombre d'espèces et un très grand nombre de sujets par espèce. Donc l'incitation, l'affordance, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les conditions du monde qui vous incitent à faire des inférences, ne permettent pas de suivre cette voie-là. Je pense que c'est des choix qui sont faits à un certain moment de privilégier plutôt telle forme de continuité ou telle forme de discontinuité. Il y a aussi des raisons historiques, bien sûr, puisque les populations, évidemment, amérindiennes sont passées par le détroit de Bering, et donc il n'est pas complètement inattendu qu'on trouve certaines continuités entre la Sibérie et le nord de l'Amérique du Nord, par exemple. Est-ce qu'il arrive que ces ontologies se recouvrent ou se transforment? Je pense notamment en Occident. Vous montrez qu'on est passé de l'analogisme plutôt vers le naturalisme. Comment s'est fait ce processus? Alors ça, c'est une question intéressante et c'est une question difficile, bien sûr. Là, en Occident, l'hypothèse que j'ai développée dans le livre auquel vous avez fait référence tout à l'heure, Les formes du visible, c'est que ça est passé d'abord par les images. C'est-à-dire que dès le XVe siècle, les imagiers, j'emploie ce terme pour éviter d'avoir à distinguer entre des gens qui fabriquent des masques, des fétiches, ou qui font des natures mortes, etc. Donc imagier, c'est tous les gens qui font des images. Eh bien, les imagiers ont commencé à figurer deux choses qu'on ne figurait pas auparavant, qui étaient la singularité individuelle des personnes, à travers des portraits qui s'efforçaient à la peinture de l'âme, c'est-à-dire au fond à l'idée que les humains ont une intériorité et que cette intériorité elle est manifeste. Et d'autre part, la peinture de paysages qui met en évidence le fait que le monde peut être organisé comme un objet naturel avec des lois
qui deviennent évidentes dans le cas de la perspective florentine, enfin de la perspective monofocale, puisqu'elle est construite mathématiquement à partir d'un sujet, par la géométrie. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et donc, c'est dans les ateliers d'artistes. Alors, bien sûr, il y a d'éminents collègues et amis médiévistes qui m'ont dit mais il y a des choses dans la scolastique en particulier qui permettent de comprendre comment aussi quelque chose comme une nature apparaît comme un univers séparé, etc. Mais je pense que les images ont joué un rôle fondamental dans ce processus et quasiment prémonitoire, puisqu'il a fallu attendre ensuite 2 siècles pour que des auteurs comme Descartes, Galilée, Bacon, etc., mettent en place dans des textes une véritable cosmologie naturaliste qui sera au début que celle des élites, parce que les populations paysannes de la France du XVIIe siècle, l'Europe du XVIIe siècle, continuaient à être analogistes et pas du tout naturalistes. Le naturalisme s'est développé, je veux dire, dans la mesure où l'histoire nous offre beaucoup d'éléments pour comprendre le processus, le naturalisme est probablement la forme, l'ontologie la mieux connue. Et alors, des recouvrements, oui, bien sûr, on a déjà l'histoire de l'émergence du naturalisme et de son triomphe, au fond, sur ce qu'était l'analogie, qui n'a pas complètement disparu. Il y a toujours des gens qui consultent des horoscopes ou qui accordent foi au rapport entre macrocosme et microcosme. Mais il y a d'autres formes d'hybridation qui sont intéressantes. Ce sont des hybridations par contact, si je puis dire. Et j'en ai étudié des formes dans les formes du visible, justement, parce que ce sont des hybridations structurelles. Je pense en particulier à une population... En l'occurrence, j'ai pris un seul exemple, mais je pense que les populations voisines sont dans ce même cas, de la côte pacifique du Canada, qui s'appellent les Tsimshian, et qui ont fabriqué des images qui sont pour certaines animistes et pour d'autres totémiques. Et en fond, la chose intéressante, c'est que formellement, ces images représentent les mêmes êtres, mais elles sont fabriquées sur des supports différents, par des imagiers différents et utilisées dans des contextes rituels différents. Et il y a un travail considérable à faire sur la façon dont des ontologies s'hybrident dans certaines régions du monde. Les formes les plus courantes, ce sont des hybridations entre l'analogisme et l'animisme. Je pense en particulier à l'Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, on a les populations dites tribales, qui sont les populations des hauts plateaux, qu'on appelait les montagnards dans l'Indochine française, et les grands royaumes ou les États des plaines rizicoles, les Birmans, les Thaïs, les Laos, etc. Et en fait, dans ce monde-là, et en particulier dans les populations tribales, on voit une transformation de l'animisme avec des éléments analogistes. Donc c'est des modèles, hein, c'est encore une fois ces ontologies, c'est-à-dire ça permet de comprendre la diversité. C'est pas des descriptions de réalité empirique, ça permet de comprendre les propriétés de certains éléments de la vie sociale des humains et des non-humains. Alors, est-ce que ces modèles, il est possible et souhaitable de les faire évoluer? Je pense notamment au naturalisme qui, chez nous, a causé peut-être une forme de crise écologique, dans la mesure où on a séparé très violemment le rapport qu'on avait à la nature. On n'y est plus inclus, comme ça peut être le cas chez les animistes. Alors voilà, est-ce que l'on doit changer de mode d'existence, d'ontologie? Alors, le problème, c'est que ça ne se fait pas comme ça. Les mondes, ça se compose petit à petit, et
quelle que soit la foi ou la ferveur que l'on peut avoir dans une transformation révolutionnaire, on ne recompose pas un monde du jour au lendemain à partir d'éléments disparates. Simplement, il faut comprendre les conditions le rôle qu'a joué le naturalisme dans la situation présente. Le naturalisme a été l'une des conditions peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, si nécessaire en fait, de l'émergence du capitalisme, de l'accumulation capitaliste qui était fondée sur l'exploitation des ressources, c'est-à-dire sur l'idée que tous ces éléments qui étaient extérieurs à nous, tous ces non-humains, étaient des objets et donc en tant que tels pouvaient être soumis à l'exploitation, à ce qu'on appelle la mise en valeur. Se rendre comme maître et possesseur de la nature. Se rendre comme maître et possesseur de la nature, et donc ça a été très efficace, et pendant longtemps, c'est l'argument par exemple que Pierre Charbonnier a développé dans un de ses livres récents, en particulier à partir du développement de la pensée libérale, donc de la pensée des Lumières si vous voulez, il y a eu un couplage systématique entre le désir de bien-être et le désir d'émancipation fondé sur l'exploitation de ce que les socialistes au siècle suivant ont appelé le développement des forces productives. C'est-à-dire qu'en fait, libéraux et socialistes ont partagé la même illusion qu'on pouvait augmenter le bien-être, augmenter les libertés et asseoir l'émancipation des peuples sur le bien-être matériel fondé sur une exploitation de ressources perçues comme infinies. Alors nous savons maintenant que ces ressources ne sont pas infinies. Et donc ce couplage qui a fait rêver les peuples et les individus depuis 2 siècles ou 3 siècles n'est plus possible. Donc il faut imaginer d'autres formes qui soient différentes de celles que nous avons connues, et en particulier de l'exploitation effrénée que l'accumulation capitaliste a produite au fil des depuis la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Alors, ça c'est un peu l'argument du livre que Sandro Pignocchi et moi avons publié récemment, Ethnographie des mondes à venir. Nous partons de l'idée que l'ethnographie, l'anthropologie et l'histoire offrent sinon des solutions, parce qu'aucune expérience historique n'est transposable ou répétable en tant que telle, mais offrent des stimulations intellectuelles pour imaginer des futurs différents de celui que nous traversons. Parce qu'une des choses les plus désespérantes, c'est ce que François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire l'idée que nous sommes englués dans un présent qui ne va faire que se répéter sous la même forme avec des progrès marginaux, en particulier des progrès techniques, au fil des décennies, mais qu'aucune différence profonde ne va pouvoir se manifester dans nos existences. Et donc, une façon de lutter contre cette idée, c'est d'essayer d'imaginer des futurs différents. Et imaginer des futurs différents, on peut le faire en se servant du tremplin de l'histoire de l'humanité, dont on sait maintenant beaucoup mieux à quel point elle est constituée, non pas précisément d'une trajectoire inévitable dont nous serions le point d'aboutissement, qui est de la vieille idéologie évolutionniste, mais d'un buissonnement de choix, d'alternatives qui se sont déployées au fil du temps, dont certaines se sont poursuivies, d'autres ont échoué. Et donc l'immense choix des alternatives qui se sont déployées fournit au fond un réconfort pour nous aussi, pour essayer de penser un futur différent.
Et une façon de vérifier cela, c'est d'examiner la manière dont des peuples autochtones un peu partout dans le monde, ils ne vivent pas que dans les livres d'ethnologie, les peuples autochtones, ce sont des centaines de millions de personnes un peu partout dans le monde, qui résistent, pour beaucoup d'entre eux, vaillamment et avec beaucoup d'imagination au rouleau compresseur de la destruction à la fois de leur milieu et de leur culture, par les industries extractives, par le développement de la monoculture sur leur territoire, etc. Et qui, de façon très inventive, essayent de contrer, au fond, la spoliation, les différentes formes de spoliation auxquelles ils sont soumis, et nous offrent ainsi, je pense, un exemple. Alors, il ne s'agit pas d'exemples transposables, mais un motif d'espoir aussi sur le fait qu'on peut résister en tournant le dos complètement aux arguments politiques et gestionnaires qui sont employés pour détruire ces populations. Je vais prendre deux exemples. Il y a une population qui vit un peu au nord de l'endroit où vivent les Achuar, en Amazonie équatorienne, qui s'appelle Sarayaku, qui a, lors de la COP 21, est venu en France et a proposé qu'on reconnaisse son territoire légalement, en développant une argumentation que j'ai trouvée très intéressante. Ils ont dit il faut protéger ce territoire, non pas pour des raisons d'autochtonie, parce que nous aurions vécu là depuis la nuit des temps, parce que c'était pas vrai, c'est pas vrai parce que les gens bougent beaucoup dans cette région de l'Amazonie, donc l'autochtonie n'était pas véritablement quelque chose qu'on pouvait invoquer. Pour des raisons de protection contre la spoliation, oui, sans doute, parce qu'il y avait des compagnies pétrolières qui avaient commencé à prospecter dans la région, mais l'argument qu'ils utilisaient était beaucoup plus original et consistait à dire ce territoire est un lieu où se sont développées des relations entre humains et non-humains. Alors ils appelaient ça des relations matérielles et spirituelles, tout à fait singulières. Ce qu'il faut protéger, ce sont ces relations. Et donc protéger le territoire suppose évidemment, protéger les relations suppose qu'on protège le territoire où ces relations se sont déployées et continuent à se déployer. Ça c'est un exemple, par exemple, d'une imagination politique intéressante dans lequel effectivement on résiste à la spoliation avec une argumentation qui n'est pas du tout l'argumentation qu'on emploie ordinairement pour se protéger de la spoliation territoriale. Autre exemple, toujours en Amérique du Sud, mais dans les Andes cette fois-ci, c'est une manifestation qui s'est tenue à Cusco, la grande ville du sud du Pérou, des populations autochtones de la région, parce que il y avait un projet d'une grande mine qui devait détruire une montagne de la chaîne de Laosangate, et la plupart des montagnes de cette chaîne sont des sanctuaires et des divinités. Et donc, les gens manifestaient, alors pour certains avec des slogans écologistes classiques, non à la mine, non à la pollution des sols et des eaux, etc. Donc des choses tout à fait qu'on comprend bien sûr. Mais en fait, derrière cela, il y avait le fait que ces autochtones qui manifestaient se considéraient comme des membres d'un collectif plus large auquel appartenaient précisément des rivières, des grottes, des cours d'eau, des lacs, etc. Et qu'en créant cette mine, eh bien, ces sites allaient être détruits. Et c'était donc un élément du collectif, comme n'importe quelle autre personne. C'est donc une solidarité des humains avec d'autres éléments du collectif qui se mobilisaient pour que, comme les montagnes ne peuvent pas défiler sur la place principale de Cusco, les membres du collectif qui pouvaient le faire se faisaient leur porte-parole d'une certaine façon. Et donc des formes de lutte de ce type-là sont intéressantes parce qu'encore une fois, elles manifestent des cosmopolitiques, c'est-à-dire pas au sens de Kant, mais au sens d'une politique du monde
dans lesquelles humains et non-humains sont partie prenante, des formes de cosmopolitique qui sont tout à fait originales. Il y a des formes de cosmopolitique en France qui sont originales et on y consacre de longs développements dans ce livre. Ce sont les ZAD, c'est-à-dire des zones dans lesquelles des gens qui, du fait de l'identification profonde qu'ils ont peu à peu développée, alors que ce ne sont pas des gens du cru, hein, pour la plupart, on pense en particulier à Notre-Dame-des-Landes, du fait de l'identification profonde avec des populations de non-humains locales et avec des milieux de vie tout à fait singuliers, s'efforcent non pas de défendre la nature, vous connaissez le slogan, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, c'est-à-dire c'est un peu le même principe que les manifestations à Cusco, hein, c'est-à-dire nous sommes les porte-paroles humains d'un milieu de vie qui mérite d'être défendu en lui-même, qui nous accueille et sur lequel nous essayons de développer des formes d'existence alternatives dans lesquelles il n'y a pas de recherche du profit, il y a une égalité dans les décisions, etc. etc. Donc il y a un buissonnement, une multiplication en quelque sorte d'initiatives dans les populations autochtones et dans les territoires alternatifs dans des pays comme l'Europe, mais on pense aussi par exemple au Chiapas, qui sont au fond des motifs d'espoir pour envisager des formes différentes de cohabitation entre des territoires alternatifs et des États qui seraient plus sobres et plus démocratiques au sens qu'ils ne seraient pas fondés sur une démocratie représentative, mais sur une démocratie participative, c'est-à-dire dans lesquelles les citoyens ont leur mot à dire à tout moment dans les décisions à prendre. Et cet équilibre entre des territoires alternatifs et des États sobres et démocratiques est imaginable dans la mesure où une grande partie de l'histoire de l'humanité s'est déroulée dans des formes d'interaction entre des populations tribales, si vous voulez, et je l'évoquais tout à l'heure à propos de l'Asie du Sud-Est, hein, et des États dans lesquels, au fond, des communautés plus égalitaires constituaient des ressources pour les habitants des États qui voulaient fuir la conscription, par exemple, ou l'impôt, sans qu'il y ait par ailleurs de conflits véritablement permanents entre les deux, puisque chacun avait besoin de l'autre, au fond. Donc on peut envisager des modalités de ce type-là dans le futur qui seraient assez différentes de celles que nous connaissons à présent. Pour imaginer ces mondes à venir, ces nouvelles façons de cohabiter entre humains et non-humains, cette autre composition des mondes, est-ce qu'il n'y a pas un préalable, c'est-à-dire travailler sur les sensibilités et comment, et abandonner peut-être certains outils d'essence sociale, certains concepts qui sont très européocentrés? Je pense à la société, à la nature, on en a parlé. Alors voilà, c'est ma double question. Comment travailler sur les sensibilités et faut-il abandonner certains de nos outils? Alors, je pense que pour la deuxième partie de la question, les sciences sociales ont une grande responsabilité, en effet, puisque les concepts que nous utilisons sont des concepts qui sont nés au fond, qui sont issus de la philosophie des Lumières pour nommer des éléments de société en train de se transformer, de s'émanciper de l'ancien régime. Donc effectivement, nature, culture, économie. Économie, c'est un très bon exemple, puisque Karl Polanyi a bien montré que, et ça a été parfaitement confirmé par les travaux des anthropologues, que l'économie n'existe pas comme un régime autonome ou comme un domaine de réalité autonome, avant qu'au XVIIIe siècle, il y ait le début d'un marché généralisé de la terre et du travail. Auparavant, l'économie était encastrée dans d'autres formes de relations sociales, des formes soit de rapports de servitude,
entre seigneurs et serfs, des formes de coopération familiale, etc. Donc on peut imaginer, il y a un très grand nombre de formes à l'intérieur desquelles les processus, disons, de production et de consommation d'énergie se déployaient. Et l'économie est apparue comme un domaine à part au XVIIIe siècle, lorsque les économistes ont sorti en quelque sorte du tissu des choses certains processus de production et de circulation des marchandises qui sont devenus autonomes comme objet d'étude, mais qui, au fond, ailleurs, continuent à adhérer au tissu de la vie sociale. Même chose pour effectivement, on l'a dit tout à l'heure, nature, même pour histoire. L'histoire, il ne suffit pas de dire qu'il y a déjà Hérodote. L'histoire, c'est un régime de temporalité tout à fait singulier qui fait qu'on arrive à se projeter dans l'avenir en utilisant au fond certains éléments du passé qui nous sont nécessaires pour former un corps social qui va tout entier se concevoir comme ayant une destinée manifeste, si vous voulez. C'est une chose complètement exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité aussi, ce régime de temporalité-là. Et donc, tous ces concepts, nous les utilisons, nous, je dis les sciences sociales, et en particulier les anthropologues, pour décrire des périodes historiques ou des populations qui n'ont pas du tout connu ces formes historiques que nous avons connues avec l'émancipation de l'Ancien Régime. Et donc les concepts ne sont pas adéquats à ce qu'ils décrivent. Donc il y a un gros travail de reformulation conceptuelle. Pour société, c'est la même chose. La société, en latin, societa, c'est un assemblage d'humains, mais c'est un assemblage d'humains qui ressemble plus, au fond, ça désigne l'équivalent d'une société anonyme, c'est-à-dire c'est un assemblage d'humains qui est destiné à faire quelque chose. Ce n'est pas la société au sens où nous l'entendons maintenant, ou qu'on entend des gens dire si j'ai tué un tel, c'est parce que la société m'a fait méchant ou m'a rendu tel. C'est pas la société de Durkheim, c'est même pas la société de Rousseau. Donc, moi, je préfère parler de collectif, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'un collectif, c'est un assemblage d'êtres dont on ne préjuge pas la composition au départ. Il peut y avoir des collectifs d'humains exclusivement, il peut y avoir des collectifs d'humains et de non-humains combinés, etc. Donc, même la terminologie même est importante. Donc ça, c'est un élément. Alors l'autre élément, c'est la sensibilité. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. L'idée qu'il faut nous apprendre, en fait, à être plus attachés à des manifestations du vivant qui ne sont pas humaines. Donc il y a toute une littérature qui porte sur cette question. Je pense que c'est quelque chose d'important, en effet. C'est pas toujours facile. Ça suppose des connaissances aussi. Il ne s'agit pas d'aller embrasser un arbre en sortant d'ici, place des Vosges, pour devenir tout d'un coup un animiste. Et il faut savoir quelle espèce d'arbre c'est, pourquoi est-ce qu'il a été planté là, quel rapport il a avec les autres arbres autour et avec les mousses qui poussent sur son tronc, avec etc., etc. Donc il y a un élément de connaissance. Je regrette beaucoup, par exemple, qu'on n'enseigne pas deux sciences de la complexité dans le secondaire, qui sont l'écologie et l'anthropologie, qui sont des sciences des interactions. Donc il y a cet aspect-là qui, je pense, est important, c'est que pour développer notre sensibilité, il n'y a pas que les stages chamaniques dans le Vercors, il y a aussi un travail permanent qui consiste pour chacun d'entre nous à imaginer les conséquences de chacun de nos actes à tout moment, c'est-à-dire que
nous sommes des éléments d'un tout, et avec des chaînes de rétroaction que l'écologie a bien décrites. Et de toute façon, nous sommes des sujets qui sont composés de milliards de sujets, puisque nous sommes composés de bactéries. Enfin, nous sommes en particulier déterminés par les bactéries qui se sont développées en nous. Et donc, nous ne sommes pas effectivement des sujets purement humains. Nous sommes déjà des composites. Donc, apprendre, c'est une tournure d'esprit. Apprendre à la fois que nous sommes un élément de chaîne d'êtres très diversifiés, et que nos actions, à tout moment, ont des conséquences sur ces chaînes d'êtres. C'est quelque chose qui est très important. Donc oui, c'est un mais ça mettra du temps, ça c'est certain. C'est pour ça que je pense que au fond, le travail institutionnel est peut-être aussi important que le travail sur soi. Et c'est pour ça que je trouve intéressant précisément des communautés alternatives, parce qu'elles nous donnent, elles ont un caractère d'exemplarité qui peut peut-être nous inciter à nous remuer. Pour poursuivre sur cette question-là, il y aurait un piège de la sensibilité écologique qui serait de vouloir sauver la nature, vous le montrez. Dans quelle mesure vouloir sauver la nature est un piège ? Sauver la nature, déjà, dire sauver la nature, ça veut dire qu'on considère que la nature, c'est une totalité extérieure. Hein, c'est qu'on vient, donc il y a un élément... au fond, entre détruire la nature et la protéger, on est dans une même situation. Maître et protecteur de la nature. On est dans une situation de domination qui nous permet de préserver certains espaces pour les soustraire à l'exploitation frénétique, et ce qui permet d'en utiliser d'autres comme ressources. Cela dit, le basculement peut aller très vite. Moi, je connais bien l'exemple de l'Amérique du Sud, où effectivement, en particulier malheureusement du Brésil, où il y avait pas mal de parcs naturels, mais qui ont été qui sont purement nominaux. Et c'est la même chose en Amérique centrale. J'étais il y a 2 ans au Mexique dans un parc naturel, qui était en principe un parc naturel à la frontière du Guatemala. Il n'y avait plus un arbre. Donc ça peut basculer très très vite. Donc oui, je pense qu'il y a un travail aussi, et c'est pour ça que je dis que la nature n'existe pas, on considère que c'est une provocation, mais il y a un travail là-dessus à faire, c'est-à-dire ne plus parler de la nature déjà, c'est important. C'est-à-dire parce que quand on parle de la nature, c'est qu'on met tout de suite l'accent sur cette extériorité et cette position de surplomb. Hein, c'est-à-dire, c'est soit quelque chose que l'on peut exploiter, soit quelque chose qu'il s'agit de protéger. Bien sûr qu'il faut protéger, ça va de soi, mais voilà. Ce sera peut-être ma dernière question avant de donner la parole au public, mais y a-t-il un rôle politique de l'anthropologue, et si oui, quel est-il ? Alors, il n'y a pas un rôle prédéfini, il n'y a pas un rôle politique prédéfini de l'anthropologue, mais l'anthropologue, lorsqu'il revient du terrain où il a passé quelques années, où il a épousé certaines des valeurs des populations au sein desquelles il a vécu, sans les épouser toutes, parce qu'il y en a certaines qui lui sont, avec lesquelles il est en désaccord moral, si je puis dire, revient dans sa propre civilisation et regarde le monde d'où il vient, d'où il a été élevé, avec le regard des gens dont il a partagé la vie pendant quelques années. Et ce regard aiguisé par la distance, ce regard éloigné, comme disait Lévi-Strauss, ne peut que l'aider à prendre conscience des imperfections, des iniquités, des injustices du monde où il revient. Et c'est pour ça que le retour est difficile. Moi, j'ai passé quelques années dans un univers social où il y avait
pas d'argent, où les gens produisaient tout ce qu'ils consommaient, où il n'y avait pas d'exploitation, où il n'y avait pas de salariat, etc. Et lorsque l'on revient, il n'y a pas de marchandises non plus. L'échange se faisait, c'était toujours les mêmes choses qui circulaient, et il ne s'agissait pas de faire des échanges pour se procurer des biens de subsistance, il s'agissait par l'échange de renforcer des liens entre des personnes. C'est pour ça que c'était les mêmes choses qui circulaient. Et lorsqu'on revient et qu'on voit le rôle exorbitant de la marchandise, et en particulier le fait que ça m'a beaucoup frappé quand je suis revenu, l'accumulation monstrueuse de marchandises. Juste une anecdote que j'ai déjà racontée, probablement, c'est j'avais besoin d'une paire de chaussettes quand je suis revenu. J'étais dans un grand magasin du boulevard Haussmann, et là j'ai vu 3000 paires de chaussettes. Et j'avais vécu quelques années avec 2 ou 3 paires de chaussettes quand j'en avais. Et j'étais incapable de choisir. Je dis, quel critère choisir au milieu de cette monstrueuse diversité? Et donc c'est là qu'on est saisi à la gorge, si je puis dire, par ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire le fait que les marchandises nous paraissent avoir une valeur en soi, alors qu'en réalité, elles sont à la fois leur valeur et le produit du travail qu'on y a investi, mais surtout les rapports entre les individus deviennent finalement comme des rapports entre des marchandises. Et ça devient dramatique au fond, parce que on peut aspirer à d'autres formes de valeurs plus élevées dans les rapports entre les gens que l'anthropologue que je suis a connu dans son terrain. Donc la posture d'éloignement rend nécessairement l'anthropologue révolutionnaire. Lévi-Strauss avait développé ça. Lévi-Strauss, qu'on a tendance à présenter comme un peu un conservateur, à l'époque où il était encore marxiste, à la fin, dans les années en 36 ou 37, je crois, est revenu en France du Brésil. Il a fait une conférence à la CGT qui a été retrouvée et publiée. C'était un petit groupe de gens de la CGT qui était plus proche de la SFIO à l'époque. Et il a développé l'idée que l'ethnologie est une science révolutionnaire en ce sens-là, parce qu'elle permettait de voir avec une très grande clarté les injustices du monde social lorsqu'on avait passé son temps pendant quelques années avec des sociétés plus égalitaires. Merci beaucoup. Alors c'est le moment. Si vous avez des questions ou des remarques, de les poser. Y en a-t-il? Oui, monsieur? Oui, bonjour, merci pour cette belle intervention. Moi, je suis architecte, j'enseigne dans une école d'architecture. Et j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur la ZAD. J'ai lu le dialogue que vous avez entretenu avec Alessandro Pignocchi sur la ZAD de Northumberland. Et je m'interroge sur, à partir de ce dialogue, et de ce que vous avez dit à l'instant, sur, au fond, ces formes de cosmopolitisme, de communauté alternative, en quoi elles développeraient, quel mobilier ontologique elles développeraient, si je reprends un peu votre travail. Et aussi, selon vous, quand vous avez visité le lieu, en quoi la question spatiale était révélée des formes d'existence spécifiques. Autrement dit, quand nous, enseignants en école d'architecture, on essaie un peu de développer ces questions avec les étudiants, et que la question spatiale, la question du projet spatial se pose, on s'interroge un peu comment faire le lien avec cette réflexion que vous avez sur la relation au milieu vivant et nous, comment on doit transformer un espace, un territoire. Alors le mobilier ontologique, il est fondé. Quel est-il dans le détail? Je ne saurais le dire, mais il est fondé sur une identification profonde avec les non-humains. Ça, c'est très frappant. Avec un milieu, c'est d'autant plus frappant, et c'est pour ça que c'est plein d'espoir, que la plupart des habitants de la ZAD
sont des gens qui sont des urbains, qui sont venus prêter main forte aux paysans qui refusaient l'expulsion, et que progressivement, ils se sont familiarisés avec ce milieu, qui est un bocage, et des zones humides, pour tout d'un coup vouloir y faire leur vie, parce qu'ils se sentaient dans un état de continuité profonde avec ce milieu, avec lequel non seulement ils s'identifient, mais dans lequel ils cherchent à retrouver une forme d'usage paysan, en quelque sorte, du bocage, au lieu de, comme le veulent de plus en plus les plans de zonage, séparer les zones d'habitat des zones de production agricole, etc. Le bocage, évidemment, il va à l'encontre de la grande agriculture industrielle, puisque ce sont des petites parcelles qu'il faut être attentif à l'orientation, au vent dominant. J'ai été très frappé par le fait que les occupants attachent de l'importance au fond, et ça m'a rappelé les Hachoirs, non pas à la totalité du territoire, mais à chaque élément du territoire et à ses combinaisons avec d'autres, c'est-à-dire avec le fait que, par exemple, il y a une forêt, qui est une ancienne forêt plantée par des propriétaires privés selon les normes de l'ONF, c'est-à-dire une forêt avec des épineux, etc. Mais comme il y a une préemption de l'État, donc elle n'a pas bougé depuis. Enfin, si elle a beaucoup bougé, mais il n'y a pas eu d'exploitation rationnelle, comme on dit, de la forêt depuis une quarantaine d'années. Donc, elle a été colonisée, bien sûr, par toutes sortes d'espèces. Et elle est exploitée, cette forêt. Mais les gens à qui j'ai parlé là-bas connaissent chaque pousse de châtaignier, sont capables de dire comment. Il y a un savoir écologique qui s'est progressivement constitué à propos de cette forêt qui a fait mon admiration, qui m'a rappelé les savoirs écologiques que j'ai pu observer dans les populations autochtones en Amazonie. Même chose pour les combinaisons, il y a un peu d'élevage de moutons, il y a un peu d'élevage de vaches, il y a des céréales, il y a du maraîchage, etc. Et l'attention qui est portée au fond à chaque élément du territoire, à la complémentarité des espaces, etc., est tout à fait frappante. Et donc c'est une façon de répondre à votre question sur l'espace. C'est un espace qu'ils ont trouvé tel quel, un bocage, mais un bocage, c'est probablement le bocage le mieux conservé de France, puisque les haies sont un peu taillées, mais pas taillées comme on le fait maintenant de façon systématique avec des machines. Et donc il y a une richesse dans la biodiversité qui est tout à fait remarquable. Et ils se sont adaptés au fond à ce parcellaire tout à fait singulier qui est un bocage. Très bien, mais il y a d'autres formes de... Il y a une ZAD qui est la ZAD des Lentillères à Dijon, qui est une ZAD assez intéressante puisque c'est une ZAD urbaine. C'est une zone de maraîchage qui est tout près du centre-ville de Dijon et que la mairie voulait transformer en écoquartier. Et donc, effectivement, il s'agissait donc de virer les maraîchers pour y installer des yuppies dans des belles maisons, dans un parc joliment aménagé. Les maraîchers ont refusé de partir pour certains d'entre eux et donc ont été aidés par des occupants qui sont venus. Et cet endroit est devenu intéressant parce que c'est devenu une friche, et ça m'a rappelé un peu l'Amazonie aussi, avec une végétation qui doit faire 2,50 m, 3 mètres de haut et des jardins à l'intérieur de cette friche
qui sont soit des jardins exploités par des occupants, soit des jardins qui sont destinés à l'entretien général donc de production maraîchère, l'entretien pour le collectif de cette ZAD. Et ils ont proposé récemment de faire un plan de zonage écologique, justement, fondé sur l'importance de garder des zones de production maraîchères dans les villes. Donc on voit qu'à côté des cabinets d'architectes, qui pour certains font la promotion de ces formes de complémentarité, dans les ZAD, il y a un mouvement, si je veux dire sauvage, de reconstitution de tissus de polyactivité, en quelque sorte, dans des zones urbaines. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Oui, madame? Bonsoir, merci donc pour cette intervention. Et donc je me présente, Héloïse, je propose des balades poétiques et j'ai été très touchée par le fait que vous mettiez du coup l'accent sur les relations, sur le fait que par exemple aussi nous sommes composés de bactéries. Et du coup je serais très intéressée de connaître votre point de vue sur aussi un autre dualisme qu'on trouve en tout cas dans notre société, qui est le visible et l'invisible. Je crois que l'invisible et le visible, c'est pas un dualisme, je pense que c'est peut-être un universel, celui-là. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que font les imagiers? Ils s'efforcent de rendre visibles des choses qui ne sont pas visibles. Soit parce que ce sont des choses qu'on n'a pas sous les yeux ordinairement, soit parce que ce sont des choses beaucoup plus abstraites, et donc ce que j'appelle les formes du visible, précisément, c'est les principes de composition des ontologies, qui sont rendus, par exemple, le rapport entre macrocosme et microcosme, à toute face, où la hiérarchie, c'est une caractéristique des systèmes analogistes. Il y a de très nombreuses façons de représenter la hiérarchie dans les images, mais la représenter, c'est une façon de rendre visible l'invisible. Donc je pense que c'est ce rapport entre le visible et l'invisible habite chacun d'entre nous, et que une vie pleine, c'est une vie qui s'efforce de concilier le visible et l'invisible, pas nécessairement de rendre visible tout ce qui est invisible, mais en tout cas de concilier les deux. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Oui, monsieur? Attendez, je crois qu'un micro arrive. Merci. Oui, moi je voulais vous poser cette question qui a été évoquée sur la révolution du regard, enfin des systèmes de représentation, des ontologies, je ne sais pas comment on peut les qualifier. Vous disiez ça prend du temps. Étant père de 4 enfants de la génération Z, mais je pense que je ne suis pas le seul ici, il y a un sentiment d'urgence, de nécessité d'accélérer justement cette prise de conscience, et je voulais savoir quels étaient selon vous les outils qui pouvaient... Alors vous avez évoqué par exemple le changement des enseignements à l'école, est-ce qu'il y en a d'autres? Je pensais notamment, puisqu'on évoquait la philosophie des Lumières. Alors je sais bien qu'on ne peut pas glisser les systèmes de représentation comme un décor de théâtre, mais est-ce que déjà ça ne consiste pas à débaptiser certaines expressions, comme la philosophie des Lumières, qui apparaît plutôt aujourd'hui comme finalement une philosophie obscurantiste, en ce qu'elle a opacifié justement les continuités entre les humains et les non-humains? Alors c'est très dangereux de faire ça, parce que, je dois dire, la philosophie des Lumières, elle est fondée, c'est vrai, sur une théorie de la nature humaine qui est tout à fait singulière. Et c'est celle qui, in fine, après la dernière guerre, a abouti à la théorie des droits de l'homme. Et moi j'ai un sentiment ambivalent. Je me rends bien compte que la théorie des droits de l'homme, elle est fondée sur une théorie de la nature humaine qui est tout à fait propre à l'Europe moderne. En même temps, elle a apporté je serais
très attristé d'avoir abandonné le principe de la théorie des droits de l'homme. Ce que je pense, c'est qu'il faut le combiner à d'autres choses. Et alors, par exemple, je suis de ceux qui sont très intéressés par l'attribution, qui est un mouvement qui est en train de se développer en ce moment, d'une personnalité juridique à des milieux de vie. C'est très très différent. On sort là de la philosophie des Lumières, on sort de la singularité des personnes humaines dotées de droits spécifiques du fait des caractéristiques de la nature humaine telle qu'elle est entendue en Europe à partir du XVIIIe siècle, pour aboutir à l'idée que certains milieux de vie sont, au fond, ont des droits sur leurs occupants, ce qui inverse complètement le principe de l'appropriation. Ordinairement, les humains, individuellement, collectivement, peuvent s'approprier la terre, et donc c'est le grand mouvement, par exemple, en Europe, qui n'a toujours pas cessé, qui même continue de s'amplifier, de privatisation, de mercantilisation des communs. Si on donne une personnalité juridique à un milieu de vie, je pense à la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande par exemple, mais Camille de Toledo a organisé des états généraux de la Loire pendant pas mal de temps pour développer cette idée à propos par exemple de fleuves ou de bassins versants en France. On inverse le processus d'appropriation parce que la condition, au fond, d'un accès à un milieu de vie, c'est que ce milieu de vie consente à vous accueillir d'une certaine façon parce que c'est lui qui est titulaire des droits et vous êtes simplement un usufruitier. Et je pense que des choses comme ça permet de transformer les conceptions aussi du rapport au non-humain que l'on peut avoir. Je pense que le droit est assez plastique. Il peut être plié de telle façon qu'il puisse aboutir à des résultats de ce type-là, et ça peut être l'objet aussi de luttes pour aller à l'encontre, par exemple, de la privatisation progressive des communs. Il y a des luttes en ce moment, vous savez sans doute, la dernière forme de privatisation des communs, ou la plus évidente en ce moment, c'est la privatisation de l'eau en France, avec donc toutes les luttes contre les méga-bassines et ces dispositifs de stockage de l'eau par pompage des cours d'eau, de la nappe phréatique, etc. Et donc il y a un mouvement de lutte qui était extrêmement vigoureux contre cela. Si on donne une personnalité juridique à un cours d'eau, l'idée de se l'approprier, que ce commun soit approprié individuellement ou collectivement, devient impossible, par exemple. Alors, merci beaucoup Philippe de Scola, merci pour votre attention. Avant de vous quitter tout à fait, il me reste à vous inviter à visiter l'exposition Le Chant des Forêts, ici même, et donc à lire les ouvrages de Philippe Descola, que vous pouvez retrouver à la librairie juste en bas, et Philippe Descola se prêtera à un jeu de signature, de dédicace de ses livres. Merci beaucoup.